Oui, bonjour à tous. Alors là, nous sommes présents aujourd'hui pour notre deuxième volet. Merci à Bruno Drewski d'être parmi nous. Alors, j'avais oublié de dire la dernière fois, c'est-à-dire nous avons fait un premier entretien sur Solidarnosc, que je vous invite à aller le voir, enfin, sur une sorte de contre-histoire de Solidarnosc, et nous étions restés principalement sur la Pologne. Donc, j'avais oublié de dire que Bruno Drewski est maître de conférence à l'INALCO, ça je l'avais dit. L'INALCO, c'est Langso. J'avais oublié de dire que c'était dans le domaine de civilisation polonaise, hein. Mais Bruno Drewski a fait aussi, bien sûr, d'autres enquêtes sur l'Europe de l'Est, hein. C'est pour ça que là, je partage mon écran, et notamment, il est l'auteur du Que sais-je sur la Biélorussie. Simplement, je crois que il fait toujours autorité au sens où il est toujours en vente. Il n'a pas été remplacé. D'ailleurs, et il faudrait se demander pourquoi. On ne lui a pas proposé de faire une actualisation, mais en tout cas, voilà, il date de 93. Effectivement, Bruno Drewski sur la Biélorussie, puisque nous allons parler de la Biélorussie, a fait aussi beaucoup de choses, beaucoup d'articles. Celui auquel je pense, c'est celui un entretien de 10 questions que j'ai fait avec lui, enfin plutôt que je lui ai soumis, des questions que je lui ai soumises, qu'on trouve sur le site Initiative communiste. Aux éditions Delga, il a préfacé ce livre que vous voyez, qui est La dernière République soviétique, un livre de Stewart Parker. Donc on lui doit beaucoup d'interventions, y compris même sur les médias. J'allais dire, une fois je l'entendais sur, je ne sais plus si c'était France Inter. Et heureusement qu'il y a eu quand même un son de cloche un petit peu différent. Avec les éditions Delga, on aurait fait une conférence sur la Biélorussie et qui avait été filmée par l'intermédiaire du Cercle universitaire d'études marxistes, que je salue au passage. Et d'ailleurs, bon, dans les interviews, moi-même, j'avais fait un entretien de l'ambassadeur de Biélorussie, hein, sur Initiative communiste, et de Piotr Simonenko, qui est le secrétaire général d'Ukraine. Donc, je continue à montrer des pistes, hein, effectivement. Aujourd'hui, nous allons parler donc de Biélorussie, de Russie. On va aller un petit peu plus loin à l'est que la Pologne, mais si on reviendra certainement en Pologne. Donc, je signale évidemment aux éditions Delga, la Nouvelle-Russie est-elle de droite ou de gauche? Question importante par rapport, y compris à ton attitude par rapport à la Biélorussie, qui est quand même un peu clé dans cette affaire. Qu'est-ce que je peux signaler? Attendez, parce que c'est pas évident de. Mon problème étant que, voilà, Grande Braderie à l'Est, ça c'est chez mon confrère du temps des cerises, voilà, et donc je rappelle le livre sur lequel nous nous étions entretenus la dernière fois, Une solidarité qui a coûté cher, voilà. Je vais repasser à notre interviewé. Donc, Bruno Drewski, voilà, donc le cadre que nous sommes fixés pour cet entretien, c'est de partir effectivement donc de Pologne, où nous étions, de parler des récents événements de Biélorussie, vu évidemment, comment ne pas le voir, à la lumière des événements d'Ukraine en 2014 et de ce qui s'en est suivi. Et heureusement, justement, ça a pris un tout autre tournant. Et bien sûr, avec ton regard, tout ça et quand même toute cette région, et bien sûr, ne peut pas s'analyser sans une connaissance, sans la connaissance que tu as de la Russie, quand même, hein. Oui, Voilà. oui. Alors, oui, parce qu'il faut quand même rappeler que la Biélorussie comme l'Ukraine, ce sont en fait deux pays qui se sont développés, si je peux dire, au cours de l'histoire, hein, c'est la longue histoire, en étant à un moment ou à un autre attirés plutôt en direction de la Pologne ou plutôt en direction de la Russie, ce qui d'ailleurs explique dans une large mesure que ces pays se soient développés ou soient nés comme espèce d'espace intermédiaire entre la Grande Russie d'aujourd'hui et puis une Pologne qui aujourd'hui est relativement petite, mais qui dans le passé a été, tout au moins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, une puissance régionale englobant justement la Biélorussie, l'Ukraine, la Lituanie aussi. Et c'est finalement cette, si je peux dire, cet aller-retour entre Est et Ouest qui explique évidemment pourquoi
on a eu le développement de spécificités, appelons ça comme ça, qui ont débouché sur la formation de nationalités slaves distinctes et de langues slaves distinctes entre le polonais à l'ouest et le russe littéraire à l'est. Ça, c'est pour le contexte historique. Si on n'a pas ça en tête, en fait, on ne comprend pas les décisions qui ont été prises au XXe siècle et qui aboutissent à la constitution donc, de République soviétique d'abord, et évidemment, dans la foulée de la destruction de l'Union soviétique, d'États indépendants biélorusses ou biélorussiens et ukrainiens. Alors, la différence, évidemment, entre l'Ukraine et la Biélorussie, c'est d'une part la taille des deux pays, et d'autre part le fait qu'il y a un bout d'Ukraine qui n'a pas été rattaché à la Russie au XVIIIe siècle, mais à l'Autriche, et qui, à cause de cela, est devenu une espèce de piémont du nationalisme ukrainien qui, aujourd'hui, a pris le dessus à Kiev, mais qui vient surtout de cette ancienne Ukraine autrichienne, puis dans l'entre-deux-guerres polonaise, situation qui n'existe pas en Biélorussie, puisque toute la Biélorussie a été partie prenante de l'Empire russe au XVIIIe siècle, et c'est une des raisons, évidemment, qui explique pourquoi il n'existe pas cette espèce de piémont gréco-catholique qui est sapé aussi à la domination de l'Église orthodoxe russe, et du coup que le nationalisme en Biélorussie est nettement plus faible, ce qui va en partie expliquer ce qui s'est passé depuis 91. Bon, je résume évidemment 1000 ans d'histoire, comme ça c'est un peu rapide, mais il faut évidemment comprendre ça. La situation de la Biélorussie s'explique en grande partie justement par cette faiblesse du nationalisme qui existe, certes, mais même l'opposition anti-russe a finalement accepté de reconnaître le fait que, après avoir tenté de reconnaître le fait que les partisans du nationalisme en Biélorussie n'ont jamais dépassé 15% de la population. Ils existent. Ils ont même été redoutables pendant la Seconde Guerre mondiale en particulier, puisqu'ils ont participé aux exactions commises par l'occupant contre les Juifs ou bien sûr contre les villages, disons, qui soutenaient ce qu'on appelait les partisans, la guérilla anti-nazie. Mais globalement, quand même, le nationalisme en Biélorussie est faible, et c'est ce qui explique pourquoi l'opposition antigouvernementale en Biélorussie a tout tenté, la carte social-démocrate, la carte syndicaliste, la carte même communiste à un moment. Il faut rappeler que le fondateur, le refondateur, si je peux dire, du Parti communiste après 91 bon, il avait un grand défaut, c'est qu'il aimait aller au casino, et il a eu des grandes difficultés de jeu, des dettes de jeu qui lui ont été très certainement comblé par la Maison-Blanche, puisque Condoleezza Rice l'a reçu lors des avant-dernières élections, enfin au moment donc de la présidence Bush. Il a donc été reçu à la Maison-Blanche, après quoi il est devenu le candidat de l'opposition anti-Loukachenko, tout en ayant cette apparente étiquette communiste, qui montre bien que en Biélorussie, en fait, l'étiquette communiste est une étiquette populaire, puisque même les Américains ont été obligés finalement de se rabattre sur une étiquette communiste plutôt que sur une étiquette nationaliste. Évidemment, c'est un communisme très spécial qui explique évidemment pourquoi le vrai parti communiste en Biélorussie, lui, il est du côté de Loukachenko et milite en faveur de cette présidence, de ce président contre l'opposition. Donc il y a un jeu un peu complexe. Que je résume donc très vite ici, mais enfin bon, il faut peut-être revenir effectivement dans l'histoire, disons, du XXe siècle pour comprendre ce jeu un peu atypique et pourquoi l'opposition a pris du temps avant de démarrer et pourquoi jusqu'à aujourd'hui elle est marquée par une très grande ambiguïté dans son discours,
sur les politiques qu'elle veut mener, parce que, disons, a priori, la population en Biélorussie n'est pas très favorable non seulement au nationalisme, comme je disais, mais surtout à un nationalisme qui serait pro-occidental, c'est-à-dire évidemment pro-capitaliste et pro-libéral. Et donc là, il faut évidemment comprendre ce qui s'est passé à la fin du 19e, début du 20e siècle. Alors, à la fin du 19e siècle, la Biélorussie fait partie de la Russie. C'est un territoire extrêmement pauvre, un des plus pauvres de Russie, de l'Empire russe. La seule caractéristique de ce territoire, c'est tout simplement que c'est la voie de chemin de fer qui relie Moscou à l'Europe occidentale, en passant par Minsk et Varsovie. Si ce n'est, si je peux dire, cet axe ferroviaire, la Biélorussie est laissée à une économie, je dirais, envie pratiquement de subsistance, de grande misère, d'autant plus que la terre en Biélorussie n'est pas particulièrement riche. Donc c'est un pays de grande misère, donc un pays très féodal et très archaïque. Avec une situation qui évidemment fait la différence avec la Russie, c'est que si le bureaucrate, si je peux dire, est russe, tsariste en général, le seigneur, lui, est entre guillemets polonais et catholique. Et évidemment, c'est une situation différente, puisque si on se place du point de vue du paysan, il a deux pouvoirs au-dessus de lui. Il a le seigneur qui est polonais et qui, entre guillemets, regarde vers l'ouest, pour parler schématiquement, et derrière le seigneur, il y a le bureaucrate, le chinovnik, l'administrateur tsariste russe, qui évidemment, lui, regarde vers Saint-Pétersbourg, vers l'est, enfin vers le nord-est, si on se place évidemment du point de vue de la Biélorussie. Et donc, dans cette situation, le développement d'une conscience sociale et politique moderne est évidemment extrêmement lent, beaucoup plus lent que dans les pays voisins, alors Pologne bien sûr, mais aussi pays baltes, parce qu'il faut se rappeler, la Lettonie par exemple, c'est quand même le grand port de Riga, donc un foyer industriel, etc. Quand on pense Lettonie aujourd'hui, on pense évidemment au nationalisme letton, mais enfin, il faut aussi se rappeler que les Lettons, c'est aussi un très fort parti social-démocrate à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Ce seront aussi pendant la révolution russe les tirailleurs lettons rouges qui se battent au sein de l'armée rouge. Donc, il y a une tradition très, très ouvrière en Lettonie qui est masquée aujourd'hui, mais même l'Ukraine, par rapport à la Biélorussie, a des foyers industriels, bien sûr le Donbass, mais même des grandes villes comme Kiev, Odessa, tout ça, ce sont des grands centres qui ont déjà créé les ébauches d'une classe ouvrière, d'une modernité incomparable avec ce qu'on a en Biélorussie. Donc la Biélorussie, en fait, elle arrive sur la scène politique moderne, même pas à la fin du 19e siècle, j'ai envie de dire au début du 20e siècle, puisque on commence à avoir des grands mouvements paysans vers 1902-1903, et ces mouvements se convergent très vite, forcément, avec ce qui se passe dans l'Empire russe et la fameuse des révolutions de 1905. Et ça, je pense que c'est fondamental pour comprendre la suite, c'est-à-dire qu'en fait, le baptême de modernité politique en Biélorussie, c'est la révolution de 1905. Et bien sûr, à partir de là, on comprend le reste, c'est-à-dire qu'on a un pays qui est entré dans la vie politique au moment d'une mobilisation de masse qui est évidemment marquée sous le signe du socialisme et de l'internationalisme. Donc automatiquement, l'idée nationale, elle existe, mais elle est marginale, puisque à l'occasion de cet éveil, naît évidemment un petit mouvement disons, national autonomiste, qui d'ailleurs se définit comme socialiste. Mais c'est un socialisme, disons, plus local, si je peux dire. Mais ce n'est pas le grand mouvement de masse local. La Biélorussie est surtout atteinte par trois courants qui ne sont pas strictement locaux. Les courants socialistes russes, c'est-à-dire les socialistes révolutionnaires et les sociodémocrates
en particulier les bolcheviks, qui jouent un rôle certainement beaucoup plus actif en Biélorussie avant 1917, avant la Première Guerre mondiale, que les fameux nationaux, entre guillemets, socialistes, sans mauvais jeu de mots. Et puis aussi, bien sûr, il faut aussi rappeler, en Biélorussie, c'est aussi une grande différence avec la Russie, c'est un pays où il y a une forte concentration dans les villes et les petites villes, une forte concentration de population juive. Et donc, on a aussi le développement du Bund, qui est le parti internationaliste, mais en même temps spécifiquement juif, ouvrier, qui est évidemment très actif dans les villes. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails des polémiques, des débats qu'il y a eu entre le Bund, les bolcheviks, les mencheviks, les SR, mais tout cela, finalement, ou même les socialistes polonais, puisqu'on a le PPS et le SDKPIL, donc les deux partis marxistes polonais, l'un plus national et l'autre plus internationaliste, qui aussi sont pratiquement sur le même territoire. On a des militants de ces partis donc en Biélorussie. Tout cela participe d'une vitalité politique émergente où finalement il y a une espèce de consensus sur l'idée socialiste. Ensuite, on débat à l'intérieur du socialisme, et c'est des débats vifs et parfois très tendus, mais c'est toujours sur une base idéologique de départ qui est la révolution mondiale, la révolution internationale, le pouvoir du peuple, le prolétariat, chose évidemment qui est totalement différente de ce qu'on rencontre dans les pays baltes, en Ukraine ou en Pologne. Je ne parle même pas de la Russie, bien sûr, où là-bas, les différents partis socialistes sont fondamentalement en conflit avec l'orientation nationaliste, même s'il peut y exister évidemment des divergences entre socialistes. Globalement, le débat est nationalisme ou socialisme, alors qu'en Biélorussie, le débat n'est pas entre nationalisme et socialisme, c'est le débat quel socialisme, ce qui est quand même une situation tout à fait différente. Et même, je dirais, il n'y a pas de consensus jusqu'en 1917 sur l'idée est-ce qu'il existe véritablement une nation biélorussienne distincte. En Ukraine, le débat sur cette question existe aussi, mais disons, il est quand même beaucoup plus favorable à l'idée qu'il existe un peuple ukrainien. Ensuite, on va voir comment l'amener à la modernité. En revanche, en Biélorussie, l'idée même qu'il existerait une nation distincte ne fait pas consensus au départ. Alors, il faut savoir évidemment quelle langue on parle en Biélorussie, c'est ça qui compte. Alors évidemment, comme je disais, l'administration est russe, et bien sûr l'administration et l'école est russe, mais tout le monde ne va pas à l'école, c'est ça le grand problème, il y a beaucoup d'analphabètes. Les seigneurs sont plutôt polonais, et donc ils parlent polonais, ils transmettent le polonais, et éventuellement, quand ils le peuvent ou quand ils le pourront, après 1905, ils vont bâtir des écoles polonaises. Ou tout au moins des écoles où on peut parler, où on peut enseigner entre autres le polonais à côté du russe. Et puis il y a la population qui parle, mais qui parle en fait quoi? Qui parle des dialectes slaves, ça c'est incontestable, mais des dialectes slaves que les linguistes classent dans le groupe slave de l'Est, mais qui sont assez différents d'une région à l'autre et qui sont pas du russe littéraire, c'est certain, qui sont un peu influencés par le polonais. C'est quelque chose d'un peu intermédiaire entre le russe et le polonais. Mais aux yeux de la population, de beaucoup de paysans, et c'est la différence avec ce qui se passe dans les pays voisins, l'idée que ces dialectes doivent former une langue ne fait pas consensus. Certes, certains vont prôner cela, les fameux Hromada, c'est-à-dire le parti social-démocrate autonomiste, va proclamer la nécessité de bâtir une langue biélorussienne. Je souligne que la première grammaire en biélorussien, c'est 1918, donc c'est très très tard. Hein. Mais beaucoup de paysans rêvent pour leurs enfants qu'ils apprennent une langue de promotion sociale, c'est-à-dire soit le russe, soit le polonais,
mais quelque part, une de ces deux langues permet de monter dans la hiérarchie sociale, tout au moins de quitter les campagnes et d'arriver, entre guillemets, à quelque chose. J'ai envie de dire, c'est un peu la situation, la comparaison n'est pas raison, mais je dirais c'est un peu la situation du paysan breton qui est quand même très content, peut-être moins, pas totalement content que son fils ou sa fille aille à une école où on parle plus le breton, mais qui quand même estime que ça vaut la peine parce que le fiston, il va travailler à la poste ou il va travailler à quelque part, là où la Troisième République lui offre quelques possibilités de promotion sociale, alors qu'avec le breton, bien sûr, il resterait dans sa campagne misérable. Et quelque part, on a une situation de ce type en Biélorussie. Les langues des seigneurs, les langues de l'élite sont perçues comme des langues qui peuvent apporter le progrès, d'autant plus qu'elles ne sont pas fondamentalement éloignées de la langue que l'on parle. C'est très facile, évidemment, de passer du biélorussien au russe, du biélorussien au polonais. Ce sont quand même des langues très proches et l'intercompréhension est relativement facile. Donc, avec un bon apprentissage de quelques années à l'école, on sort parfait russophone ou parfait polonophone sans aucun problème. Donc cet aspect est important et il se pose jusqu'à aujourd'hui, parce que quand on parle de la politique de russification de la Biélorussie, il faut bien comprendre qu'on n'a pas forcément une politique de russification qui arrive parce que le pouvoir russe est méchant et que le tsar d'abord l'a imposé et plus tard le méchant Staline. C'est quand même beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a aussi une demande de la base d'accéder à une école où on va apprendre une langue qui offre des possibilités de promotion sociale. On peut l'accepter, le regretter évidemment, et en Biélorussie, vous avez les deux opinions, mais le fait est qu'en Biélorussie, on a quand même une large partie de la population qui est tout à fait prête à prendre la langue entre guillemets du seigneur sans que ce soit forcément le résultat d'une pression qui vient d'en haut. Ça, c'est la mythologie nationaliste à essayer de développer cette vision des choses, mais si on compare l'histoire de l'Empire russe et puis plus tard de l'Union soviétique, on voit bien que la situation en Biélorussie n'est pas du tout comparable avec celle des autres pays ou peuples ou nationalités qui ont fait partie de cet ensemble. Parce que le rapport à la langue n'est pas le même. Je veux dire, on n'imagine pas les Arméniens ou les Lituaniens avoir à l'égard de leur langue le même rapport qu'on a en Biélorussie. En Biélorussie, grosso modo, j'ai envie de dire, on a un rapport de type irlandais. C'est-à-dire, oui, une cérémonie officielle commence par quelques mots dans la langue officielle, on va chanter l'hymne dans la langue officielle, dans la langue biélorussienne, et puis ensuite, pour les choses sérieuses, on parle au russe, on passe au russe. Bon, dans l'entre-deux-guerres, on passait au russe à l'est et on passait au polonais à l'ouest, mais c'était à peu près comme ça que les choses étaient vues. Donc ça, il faut évidemment déjà le comprendre. Le nationalisme n'est pas quelque chose qui attire. Et en plus, l'histoire du XXe siècle a fait que très souvent, le nationalisme est associé à l'idée d'un envahisseur étranger, surtout allemand, parfois polonais, mais très peu, parce que finalement les Polonais ont un rôle ambigu sur la langue biélorussienne, mais chaque fois que les Allemands arrivent, c'est-à-dire pendant la Première Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, on met de l'avant le nationalisme. Donc le nationalisme, évidemment, en Biélorussie apparaît comme quelque chose, comme une idée un peu étrangère, ou tout au moins manipulée de l'étranger, ce qui évidemment n'est pas favorable à son développement dans le pays. Donc, juste une question, oui. Dans la définition du sentiment national, il y a aussi la question religieuse. Là, on voit bien comment en Ukraine, avec les Ignates, un certain catholicisme, oui. Il y a une pression donc, non seulement de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, comme tu dis, puisque le BOF, enfin, qui s'appelait Lemberg, était sous contrôle austro-hongrois, oui, et l'influence aussi du Vatican. D'ailleurs, il faut penser au livre d'Daniel Acroix qui s'appelle Le Vatican, l'Europe et le Reich, où on voit que les pressions hégémonique de l'Allemagne sur l'Ukraine date même d'avant 14. Ah ben bien sûr, tout à fait, exactement. Et justement, il s'appuyait aussi sur cette alliance qui est peu connue en France, hein, mais le fait que le Vatican en fait était beaucoup plus pro-allemand que pro-français. La République française, bien sûr, oui. Aussi bourgeoise qu'elle fut, elle était extrêmement laïque. Donc, c'était là. Voilà, exactement. Donc, c'est pas du tout
D'ailleurs, même, il y avait une alliance du Vatican avec l'Allemagne qui, des fois, se plaçait par-dessus la Pologne, Bien sûr aussi, oui, oui, beaucoup tout plus à fait. catholique. Et ça allait justement vers des pressions hégémoniques vers l'Ukraine. Mais alors, justement, j'ai l'impression que la question religieuse, elle est absente, justement, de la problématique C'est-à-dire, de justement, Biélorussie. la Biélorussie a été gréco-catholique jusqu'en 1839. Mais en 1839, le tsar abolit, si je peux dire, administrativement le gréco-catholicisme et force l'église locale gréco-catholique à entrer dans le giron de l'orthodoxie russe. Alors, au début, certes, il y a quelques résistances, mais au bout, j'ai envie de dire, de quelques dizaines d'années, c'est un passé qui est oublié. Alors qu'évidemment, en Ukraine, cette église prolifère, au contraire, sous la domination autrichienne. Donc, ce qu'il y a en Biélorussie, c'est une situation où, grosso modo, le centre et l'est du pays est, à la fin du 19e siècle, très largement orthodoxe. C'est-à-dire, quand je dis orthodoxe, c'est-à-dire soumis au patriarcat de Moscou, c'est-à-dire à l'église russe orthodoxe. Et puis, dans l'ouest du pays, en revanche, on a encore des catholiques, mais des catholiques latins. Et c'est là, finalement, que le nationalisme biélorussien va se développer parce que il y a évidemment cette église catholique qui est, je dirais, sous domination polonaise et aristocratique. Et vous avez des paysans qui progressivement sont catholiques latins, mais se sentent évidemment marginalisés au sein de cette église. Et c'est eux qui vont très souvent donner naissance à ce nationalisme biélorussien. Donc c'est vrai aussi que le nationalisme biélorussien, s'il a un côté religieux, c'est un côté lié à cette minorité catholique latine qu'ils ont dans le pourcent de la population, donc c'est assez important, et qui en fait se sentent mal à l'aise à l'intérieur d'une église qui est polonaise en fait, et qui évidemment n'étant pas orthodoxes se sentent aussi évidemment mal à l'aise dans le contexte de l'Empire russe. D'ailleurs, il faut se rappeler que si au sortir du Moyen Âge, la langue locale s'écrivait en alphabet cyrillique, les premiers écrits en biélorussien, si je peux dire moderne, c'est-à-dire fin du 19e siècle, s'écrivent en alphabet latin. Et ce n'est que dans le cadre du développement du nationalisme biélorussien qu'ils vont essayer et qu'ils vont passer au cyrillique parce qu'ils savent évidemment que s'ils doivent s'adresser à la masse de la population donc orthodoxe, il faut bien passer par le cyrillique parce que le cyrillique est un élément identitaire chez les orthodoxes qui est indéracinable. Et c'est ce qui explique évidemment pourquoi finalement on repasse au cyrillique. Mais dans un premier temps, 19e et début du 20e siècle, on utilise l'alphabet latin. Alors justement, on utilise l'alphabet latin. Là encore, il y a une opposition assez rapide parce qu'au départ, on utilise l'alphabet latin dans sa graphie polonaise. Et puis, alors il faut savoir que chez les Slaves, il y a différentes graphies pour l'alphabet latin et que finalement, on tente une espèce de compromis en passant à la graphie tchèque qui est plus slave que la graphie polonaise. Mais c'est un coup d'épée dans l'eau et très vite, finalement, on se rabat sur le cyrillique. Mais globalement, on voit, tout ce que je viens de dire montre bien à quel point ce nationalisme est ambigu, peu, peu enraciné, va changer fondamentalement les choses, dans les deux sens d'ailleurs, puisque au début de la Première Guerre mondiale, en 1915, le territoire est partagé par le front. L'ouest du pays, c'est-à-dire un petit quart, est sous occupation allemande, et l'est, les trois quarts restants, la grande majorité du pays, est du côté du front russe. Et ça, c'est très important. Parce que déjà, je vous avais parlé de la révolution de 1905, le fait que la ligne de front partage le pays donc de 1915 à 1917, c'est très important, puisqu'il y a forcément une concentration de soldats de l'armée russe sur le territoire,
et que, on le sait, la révolution russe est inimaginable sans ce que moi j'appelle la prolétarisation accélérée du paysan russe dans l'armée. Parce que finalement, l'armée en 14, c'est une industrie. C'est une industrie de guerre, mais c'est une industrie. Et donc, il faut s'imaginer, évidemment, tous ces moujiks, tous ces paysans qui arrivent des fins fonds de l'Empire, de différentes nationalités d'ailleurs, qui arrivent des fins fonds de l'Empire, avec une conscience, j'ai envie de dire, paysanne archaïque, sans péjoratif, hein, c'est pas péjoratif. Le mot archaïque ici, c'est tout simplement, ils sont encore prémodernes, tout simplement. Ils sont très largement prémodernes, vu l'état d'arriération de l'Empire. Et ils sont jetés dans une armée, certes, peu développée si on compare avec l'armée allemande ou l'armée française ou anglaise de l'époque, mais néanmoins, quand même, dans une armée industrielle, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire une hiérarchie implacable, des machines, hein, les canons, tout ça, il faut quand même, c'est quand même des machines, et qui donc se prolétarisent, si je peux dire, sur le plan organisationnel entre 1914 et 1917, et prennent évidemment conscience aussi, puisque c'est une usine de mort, de la question politique, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on se bat, est-ce que cette guerre est la nôtre. Bon. Donc, il faut évidemment comprendre cela. Quand on parle du prolétariat de l'Empire russe, je pense qu'on peut penser l'armée comme une école de prolétarisation qui mène vers la révolution, parce que c'est une école de la modernité, avec toute l'horreur de la guerre. L'armée reste une école de modernité, c'est-à-dire des populations venant d'environnements très différents, parlant des langues très différentes, arrachées à leur village et qui tout d'un coup se retrouvent dans un conflit mondial qu'elles ne comprennent pas, dans une structure qu'elle n'imaginait pas, et qui, du coup, sont bien obligés, si je peux dire, sont amenés en accéléré à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce monde bizarre dans lequel on les a jetés, dans des pays qui ne connaissent pas. Ils sont aussi, pour le paysan qui arrive d'un village profond, se retrouver dans l'ouest de la Biélorussie, en Ukraine, face à des Allemands, c'est complètement enfin, c'est un changement de monde total. Et donc, cet élément est très important parce que ces soldats, en quelque sorte, mûrissent politiquement sur la ligne de front. Et la ligne de front, elle est en Biélorussie. Donc, des villes comme Minsk, les villes de Biélorussie deviennent des garnisons. Les campagnes biélorussiennes sont traversées par ces soldats qui passent, sans parler évidemment du fait que les paysans sont aussi, les enfants de paysans sont recrutés dans cette armée. Donc on a en Biélorussie un mûrissement politique qui est sans doute encore plus rapide en Biélorussie qu'en Russie profonde. Ce mûrissement, il explique pourquoi finalement, après la vague de 1905 dont je parlais tout à l'heure, c'est une deuxième vague de radicalisme social qui est en cours, qui se développe spontanément dans un premier temps et qui évidemment éclate avec les deux révolutions russes de 1917. Et là, je mentionne quelque chose qui est toujours très important parce que si on va avoir le développement du nationalisme biélorussien quand les Allemands vont occuper le pays après le traité de Brest-Litovsk, qu'on va avoir la cristallisation d'une institution qui va s'appeler la République populaire ou la République du peuple biélorussien, qui opte pour les Allemands, toujours avec une idéologie plus ou moins socialisante malgré tout, parce que c'est la seule carte jouable dans le pays. On a tendance à oublier évidemment qu'avant la paix de Brest-Litovsk, le pays est toujours russe, et que donc on a toute l'agitation que l'on connaît de la Russie, de la révolution de février à la révolution d'octobre, que la Biélorussie vit. Et je mentionne toujours une chose qui me semble tout à fait fondamentale, c'est que, bon,
on a eu, après la Révolution d'octobre, la fameuse élection à l'Assemblée constituante. Alors évidemment, ça c'est un sujet en soi. Globalement, bien sûr, cette constituante donne des résultats qui démontrent évidemment qu'une grande partie de la Russie profonde paysanne n'a pas vraiment compris à quel point les SR, les socialistes révolutionnaires, ne représentent plus véritablement l'idéal pour lequel ils se battent, c'est-à-dire la terre et le pouvoir des soviets. Ce qui explique évidemment pourquoi les bolcheviks, à l'échelle de l'Empire russe, n'obtiennent que 25% des voix. Mais en Biélorussie, ils obtiennent 65% des voix. Donc même l'élection de la constituante qui montre le décalage entre la Russie réelle et la Russie, si je peux dire, profonde, qui ne voit pas très bien, qui ne comprend pas très bien la différence entre les SR et les bolcheviks, parce que c'est un peu comme ça qu'il faut présenter les choses dans les Il campagnes. y a eu la même chose en France en 1848. Enfin, dès qu'il y a eu les élections, on voyait c'est sur les paysans français qui ont ramené finalement au pouvoir Napoléon III, en fait. C'est ça, c'est ça. Alors qu'en Biélorussie, les paysans votent à 65% bolcheviques. C'est ça, C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un pays majoritairement paysan, mais ce paysan a, si je peux dire, compris au contact de la révolution de 1905, de la guerre, du front, des soldats, à quel point ce ne sont pas les SR qui représentent réellement la vague révolutionnaire, ce sont les bolcheviks. Et ça, c'est fondamental parce que tout le reste de l'histoire de Biélorussie au XXe siècle le prouve, c'est-à-dire que avec tous les drames que l'histoire va amener au XXe siècle, j'ai envie de dire, fondamentalement, la racine profonde du peuple biélorussien est, bon, avec un peu de guillemets, est bolchevique. Hein. C'est vraiment à cela qu'on s'identifie. Et tout le reste. Et tu as vraiment raison de ramener à cette époque, parce que on fait le lien évidemment avec les manifestations dans les deux camps, puisqu'il y en a qui brandissent donc le drapeau qui est celui de la République socialiste soviétique de Biélorussie, qui date d'après-guerre, parce que j'ai compris. Oui, Et en oui. face, les pro-occidentaux brandissent un drapeau qui leur a été imposé, si j'ai bien compris, dès l'invasion allemande, en fait, Allemande de dans cette 1918, c'est région. ça, c'est ça, c'est ça. Alors imposé, C'est- oui, je ne sais pas si on peut dire imposer, c'est sûr que ces nationalistes biélorussiens disent se servir des Allemands pour obtenir l'indépendance, mais en même temps, ils sont assez vite conscients que sans l'armée allemande, et d'ailleurs la suite des événements le montre, ils n'ont pas de base suffisante dans le pays pour s'imposer. Donc ils ont inventé ce drapeau, mais enfin d'ailleurs ce drapeau, ils l'ont inventé au départ quand même avec cette bande rouge parce que même eux ne peuvent pas imaginer un drapeau sans couleur rouge. Hein. Je veux dire, un drapeau sans couleur rouge, c'est pas jouable en Biélorussie. Donc il fallait mettre quelque chose de rouge. Est-ce que ça ne fait pas penser aussi au drapeau polonais? Est-ce qu'il n'y a pas, Non, ce n'était pas le lien avec ça. Alors, aujourd'hui, les nationalistes biélorussiens essaient de présenter que ce drapeau reprend les couleurs du grand-duché de Lituanie, Oui, etc., etc. Bon, tout ça, c'est de la reconstruction post-factum. Fondamentalement, à l'époque, ce drapeau, on le présente au peuple, enfin, c'est l'occupant allemand le présente au peuple comme étant, grosso modo, le drapeau des broderies biélorussiennes qui sont rouges de la Biélorussie soviétique. Du drapeau, le long de la hampe, on a le motif populaire blanc avec un motif rouge, hein, à côté du rouge et vert qui est le gros du drapeau. Donc ce motif, on le voit, mais pour essayer de convaincre le peuple, donc en 1918, fin 1918, après Brest-Litovsk, c'est pas tellement la broderie populaire qui est mise de l'avant. On leur dit, mais vous voyez, la couleur rouge est au centre parce que c'est la révolution socialiste. Bon, alors la révolution socialiste apportée par l'armée du Kaiser, ça fait un peu rire, mais dans le fin fond des campagnes de Biélorussie, on essaie de jouer cette carte parce qu'on est rouge dans le fin fond des campagnes. Donc et d'ailleurs, rien que le nom, République Narodnaya, République du peuple de Biélorussie, c'est quand même, ça a un contenu social au départ, ça a un contenu, c'est la République du peuple opposée évidemment aux élites possédantes. Hein. Donc on est obligé de jouer cette carte
populiste, appelons-la comme ça, parce que sinon, il n'y a aucune possibilité de s'incruster dans le pays. Mais de toute façon, cette république, elle meurt automatiquement, enfin, elle ne meurt pas officiellement, puisque le gouvernement de cette république va fuir le pays, mais et continuer à exister en exil jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment, c'est une fiction, mais cette fiction, elle est due au fait que quand l'armée allemande capitule après novembre 1918 et que le pays est évacué finalement par l'armée allemande en janvier 1919, eh bien, cette république ne s'est pas enracinée, elle n'a pas les moyens, elle n'a même pas les moyens qu'ont les nationalistes ukrainiens de Petloura en Ukraine qui, même si ils sont affaiblis, vont quand même garder une certaine base dans le pays avec une armée et essayer de revenir et représente quand même quelque chose en Ukraine, même sans les Allemands. Tandis que en Biélorussie, c'est exclu. C'est-à-dire que dès que l'armée allemande se retire est remplie par l'armée rouge d'un côté ou l'armée polonaise de l'autre, et la Biélorussie devient le théâtre d'affrontement, enfin un des deux théâtres d'affrontement avec l'Ukraine entre la nouvelle Pologne indépendante qui est née en novembre 1918 et la Russie bolchevique qui marche vers l'ouest et qui va contribuer à la création, alors dans un premier temps, non pas de la République de Biélorussie, mais de la République lituano-biélorussienne, c'est-à-dire avec capitale, ce qu'on appelle aujourd'hui Vilnius, à l'époque Vilnia, qui est en quelque sorte la capitale de cette entité soviétique binationale ou trinationale, voire quadrinationale, puisqu'en fait elle a 4 langues officielles, le biélorussien, le lituanien, non, elle en a même 5, le lituanien, le biélorussien, le polonais, le russe et le yiddish, qui sont effectivement les langues que l'on parle dans le pays. Et si cette république ne se maintient pas, c'est tout simplement parce que l'offensive polonaise repousse en quelque sorte l'armée rouge. Alors quand on dit l'offensive polonaise, là encore, il faut nuancer les choses, puisque quand la capitale de la Lituanie est prise par les bolcheviks, en fait, elle est prise par une insurrection des partisans polonais locaux des conseils. C'est-à-dire des Polonais soviétiques, appelés comme ça, et que c'est en fait une guerre civile polonaise entre Polonais partisans du soviétisme, c'est-à-dire des soviets, et Polonais partisans du gouvernement national ou nationaliste de Varsovie. Dans la guerre polono-soviétique, il y a un aspect guerre civile polonaise, puisque quand même, il faut rappeler quand même qu'à l'époque, une grande partie des dirigeants bolcheviques sont polonais, le plus connu étant Dzerzhinsky, qu'il y a dans l'armée rouge la division des tirailleurs rouges de Varsovie, et que donc nous trouvons quand même en Russie quelques millions de réfugiés polonais qui optent pour le côté soviétique, pour l'armée rouge, etc. Donc, guerre polono-soviétique, c'est vite dit, en fait, c'est plus compliqué. Il y a une guerre entre deux États, la Pologne et la Russie soviétique, et puis il y a une guerre civile entre Polonais optant pour l'un des deux États, puisqu'évidemment, la Russie soviétique de l'époque n'est pas russe, elle est porteuse de l'idéal révolutionnaire. Et donc, dans ce contexte-là, l'armée polonaise, alors qu'on appelle en Russie à l'époque l'armée polonaise blanche, pour l'opposer aux Polonais rouges, cette armée polonaise envahit la Biélorussie, enfin une grande partie de la Biélorussie, et donc met fin à la Biélorussie soviétique pour un temps. Et puis, bon, je ne rentre pas dans les détails des combats, finalement, bien sûr, après une victoire polonaise, puis une victoire soviétique, puis un recul soviétique, le pays est partagé en deux. L'ouest du pays échouant à la Pologne, au traité de Riga de 1921, et l'Est avec Minsk, devenant, alors soviétique bien sûr, mais devenant la République socialiste soviétique de Biélorussie, qui va donc exister de 1921 jusqu'à
jusqu'à 91, lorsque, bien sûr, l'URSS se disloque et que cette république cesse d'exister. Donc ça, c'est le moment important, c'est-à-dire le pays est divisé en deux, grosso modo 2 tiers côté soviétique, 1 tiers côté polonais, les soviétiques créant donc une entité biélorussienne, et c'est à ce moment-là véritablement que l'on assiste au développement de la langue biélorussienne, c'est-à-dire qu'on commence à mener une politique d'abord de standardisation de la langue, et puis aussi une politique d'expansion de la langue par le biais de C'est l'éducation. la même dans toutes les républiques, hein, c'est sur C'est décision. ça, c'est ce qu'on appelle la politique de colonisation, c'est-à-dire la politique d'enracinement, si je peux dire, qui caractérise toute l'Union soviétique dans les années 20, où l'on mène des politiques qui veulent promouvoir les langues nationales locales. L'objectif étant évidemment qu'en promouvant les langues nationales locales, c'est aussi une promotion des classes populaires non russophones qu'on retrouve partout dans l'Empire russe, ce qui dans les années 20 est tout à fait cohérent, qu'il est moins dans les années 30 lorsqu'il faut passer à l'industrialisation, à la centralisation, donc, et puis à une espèce de rationalisation des rapports qui nécessite une langue commune. Et là, on va avoir le retour du russe. Pour ces raisons qui sont objectives, qui ne sont pas nationalistes. Hein, quand on parle de l'URSS qui russifie, comme on le dit, présentant pratiquement Staline comme un grand Russien, nationaliste, ça n'a pas de sens, en fait. L'argoussin grand russe, hein, je crois que c'est. Oui, oui, c'est ça. Non, mais bon, on peut évidemment. Je crois que c'est quand même une formule qu'on trouve dans une lettre de Lénine à propos d'Orджonikidze. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'à certains moments, alors, aux yeux de Lénine, Staline a pu commettre des excès qu'il qualifie de nationalistes, mais ça, c'est un peu dans sa colère. Il est clair que quand il arrive à Staline ou à d'autres dirigeants soviétiques de favoriser la langue russe ou l'intégration un peu forcée d'un territoire ou un autre à l'URSS, l'objectif fondamental reste quand même l'élargissement d'un pouvoir révolutionnaire et non pas l'idée d'une grande nation russe au service de laquelle on se mettrait. C'est en fait finalement, pour résumer les choses, la russification de l'URSS à partir des années 30, qui sera toujours évidemment une russification limitée, c'est-à-dire qu'on ne fera jamais disparaître les langues locales et même l'enseignement obligatoire dans chaque république. Il y a toujours, même dans les écoles russes, l'enseignement obligatoire de la langue locale, donc biélorussien, ukrainien, kazakh, que sais-je encore. Mais là, on participe évidemment d'une logique modernisatrice, de la même façon qu'on répand le français dans le cadre de la modernisation de la France, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Si on veut faire fonctionner une usine, on ne peut pas avoir un contremaître qui parle dans une langue et des ouvriers qui parlent dans une autre langue. C'est la même logique qu'on a en Grande-Bretagne, c'est la même logique qu'on a en Allemagne. Alors sur cette logique peut se brancher parfois du nationalisme et même du chauvinisme, bien sûr, mais fondamentalement, il y a tout simplement une exigence de modernité, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas, je sais pas, une ligne de chemin de fer qui va d'un bout du pays à l'autre, dans lequel chaque chef de gare pratiquerait sa langue. C'est tout simplement irrationnel. Donc, pourquoi est-ce que la Russie, et plus tard l'Union soviétique, devrait vivre autrement? Tous les pays modernes ont besoin d'une langue commune. Bon, alors ensuite, Et c'est vrai, et de la même manière, il y a une rationalité au fait de développer les différentes langues nationales, ne serait-ce que parce qu'on peut passer d'une population à l'alphabétisation. Donc il faut apprendre à lire dans sa propre langue. C'est quand même, ça aussi, c'est très rationnel. Les tout deux à fait. sont, donc après, on aboutit à un bilinguisme réel, hein, mais tout ça, c'est voilà. rationnel et pas, on n'est pas du tout dans l'idéologique. Hein. Voilà, exactement, c'est ça qu'il faut. Il y avait des conflits peut-être à un moment donné entre Lénine et Staline pour savoir où on met le curseur. Hein, et comment on... Oui, et Staline d'ailleurs a évolué au cours de sa carrière, si je peux dire. Il y a la fameuse question linguistique de Staline aussi. Selon les moments, Staline a pris des positions qui ne sont pas les mêmes. Hein. Alors aujourd'hui, évidemment, comme Staline est censé être un capricieux paranoïaque, ses décisions s'expliquent par un coup de tête dans un sens ou un coup de tête dans l'autre, parce qu'un matin il se lève et puis son cerveau malade le pousse à prendre une décision et puis le lendemain à prendre la décision contraire. Mais ça, c'est évidemment une vision simpliste et complètement
anti-scientifique. On peut évidemment avoir de la sympathie ou pas de sympathie pour les décisions de Staline à un moment X ou à un moment Y, mais évidemment, il faut toujours penser que la politique stalinienne de nationalité, comme les autres politiques, elle s'appuie sur des données réelles, des calculs, des rapports de force pouvant exister, de la nécessité de moderniser un territoire et d'adapter les décisions en fonction de cette donne fondamentale qui est quand même qu'on a un pays, alors c'est vrai pour la Biélorussie comme pour tout le reste de l'Union soviétique, on a affaire à un pays qui est extrêmement archaïque, extrêmement retardataire, et donc où les contradictions qui se posent en termes nationaux, en termes religieux, en termes régionaux, en termes sociaux bien sûr aussi, sont extrêmement difficiles à régler avec un calendrier extrêmement serré, c'est-à-dire que on doit grosso modo faire en 2 dizaines d'années ce que les grandes puissances occidentales ont fait en 200 ans. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas les drames, certes, qu'a pu vivre l'Union soviétique, mais ces drames sont évidemment la conséquence d'un défi qui fait que comme Staline le dit en 1931 lors d'une conférence du parti, qui est très claire, il dit en 1931, et c'est important de noter ça, en 1931, il dit « Nous devons industrialiser notre pays dans les 10 prochaines années, sinon ils nous écraseront. » Alors ensuite, on peut discuter de savoir... C'est ce fameux discours où il dit la Russie a constamment été battue par les envahisseurs étrangers. C'est ça, voilà. Donc, certes, on peut trouver que les un discours décisions qui ont objectif, été quoi, prises d'un absolument. moment ou à un autre ont été accélérées, qu'il y a eu des erreurs, voire des crimes. Ok, d'accord. Bon, mais ça ne remet pas en cause que on est devant un défi Les données, oui. titanesque, et que ce défi titanesque, c'est ça passe ou ça casse. Bon, et que dans un pays comme la Biélorussie particulièrement retardataire, eh ben, ça va passer. Alors, ça va passer avec des douleurs, mais ça va passer puisque, grosso modo, si on fait le bilan, en 1913, la Biélorussie, c'est 2% du PIB de l'Empire russe. En 1991, c'est 4% du PIB de l'URSS. C'est-à-dire, en fait, en relatif à l'échelle de l'Union soviétique, la Biélorussie a doublé sa proportion, sa participation à l'effort économique et en particulier à l'effort industriel de l'URSS. C'est donc, d'un point de vue statistique, d'un point de vue social, c'est évidemment un succès total puisque, en fait, la Biélorussie de province retardataire et archaïque de l'Empire russe devient un des fleurons de l'industrie soviétique. Bon, il y a des raisons qui expliquent cela, mais bien sûr que globalement, on peut dire que, avec toutes les critiques qu'on peut faire pour les politiques suivies à un moment ou à un autre, globalement, je sais que globalement ne plaît pas à certains, mais globalement, la Biélorussie est très certainement, de toutes les républiques soviétiques et même plus largement de tous les pays socialistes, celui qui a le plus gagné au passage au socialisme de leur territoire. Incontestablement, la Biélorussie s'en est sortie nettement mieux que tous les autres. Nettement mieux, et en tenant compte aussi du fait qu'elle a été complètement ravagée pendant oui, la oui, c'est ça. Bien sûr. Donc, en première ligne. C'est le deuxième élément, évidemment, qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire qu'on a les années 20 qui sont les années de développement de la culture nationale. On a les années 30 qui voient le retour en force du russe. Et l'industrialisation. Et puis, je ne nie pas, évidemment, toutes les tensions des années 30, les purges, les contre-purges. Mais moi, j'aime bien utiliser le terme purge et contre-purge parce que ça montre qu'on a affaire à une société certes très brutale, mais une société qui est traversée de contradictions qui se manifestent à l'intérieur du parti. On n'a pas d'un côté le méchant tyran paranoïaque qui a des caprices morbides chaque matin en buvant son thé ou son café, et puis la masse du pauvre peuple qui est victime des caprices du chef. Non, on a des conflits.
des conflits très forts à l'intérieur de l'Union soviétique que Staline arbitre plus ou moins bien, et parfois il ne les arbitre pas. C'est d'autres qui prennent les décisions pour lui et il essaie de rattraper les choses. Staline n'est pas le dirigeant, le potentat omnipuissant. Il a affaire à un pays, à un régime, à un parti qui est traversé de contradictions énormes. Tout ce que je viens de dire d'ailleurs sur l'industrialisation, c'en est déjà la preuve, et sans parler évidemment du fait que le pays est quand même menacé de l'extérieur de façon évidente. Donc tout cela mis ensemble, bien sûr, on a des contradictions, et moi j'aime bien utiliser quand même quelque chose qu'un marxiste devrait en général utiliser, c'est que l'URSS est traversée par une lutte de classe. La lutte de classe ne s'arrête pas un beau matin du 7 novembre 1917 quand les bolcheviks prennent le pouvoir, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de lutte de classe et on est dans un état du peuple tout entier, comme disait Khrouchtchev. Non, on a une lutte de classe, et cette lutte de classe, elle se manifeste partout, à tous les niveaux, et bien sûr qu'elle se manifeste avant tout dans une lutte de classe. Qu'est-ce qui intéresse? C'est le pouvoir. Bon, donc elle se manifeste là où il y a du pouvoir. Hein. Donc elle se manifeste évidemment dans le parti. Donc ce qui se passe dans les années 30, les purges et les contre-purges, les fractions X ou Y, il faut essayer de les lire, et ça c'est tout un travail qui n'a pas vraiment été fait, essayer de les lire à l'aune de la lutte de classe, c'est-à-dire qui représente quel intérêt dans le parti, et ensuite comment on promeut telle ou telle politique. Alors on peut évidemment faire des erreurs, même des crimes, mais globalement on a une situation de lutte de classe, y compris dans le parti. Et donc dans ce contexte-là, la Biélorussie soviétique s'industrialise à un rythme accéléré, ce qui contraste évidemment à ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, parce que je rappelle qu'un tiers du territoire est aux mains polonaises, et du côté polonais de la frontière, on a toujours les seigneurs polonais qui gouvernent, enfin qui dominent une grande partie de la propriété. Et, parce que ce que je comprends mieux en t'écoutant, c'est qu'en fait, cette situation où dans les années 20-30, ce que les gens vont appeler finalement la Pologne, quand ils vont dire que Staline envahit la Pologne après que le pacte germano-soviétique, en fait, oui, il récupère la partie biélorusse. Et donc, effectivement, il y avait déjà une problématique féodale, puisqu'il y avait des propriétaires fonciers polonais. Mais oui. ils étaient déjà là en partie déjà au 19e siècle. Ils étaient là au 19e siècle, mais dans la partie Quand tu dis, il y a orientale les Tchinovniki d'un côté et puis ces féodaux de l'autre côté. La différence évidemment fondamentale, c'est que à l'est du pays, ils ont disparu en 1917. Voilà, c'est ça, exactement. Alors qu'à l'ouest, ils sont restés. Voilà. Ils sont restés et puis ils ont pris effectivement du territoire. Voilà. Mais c'était la même logique. Et il faut rappeler en particulier, alors dans la Pologne, dans la Biélorussie polonaise, si je peux dire, alors on a eu dans l'entre-deux-guerres le développement de différents courants biélorussiens ou polonais d'ailleurs socialisants, mais on a eu en particulier l'émergence de quelque chose qui est absolument phénoménal, qui est que les statistiques ne sont pas très fiables. On estime qu'il y a entre 1 et 2 millions de Biélorussiens dans la Pologne de l'entre-deux-guerres. Donc, quand je dis 1 et 2 millions, on voit bien que les statistiques ne sont pas très fiables. Mais admettons même que ce soit 2 millions, on a eu l'émergence d'un parti qui s'appelle la Hromada socialiste ouvrière et paysanne, qui va recruter à son apogée 150 000 membres. 150 000 membres, même si on a une population de 2 millions, c'est un parti de masse. Ce parti, au départ, il est formé par un Taraskevich, qui est un militant indépendantiste, c'est celui qui a fait la première grammaire biélorussienne en 1918, qui a même opté pour les Polonais pendant la guerre polono-soviétique, qui est plutôt donc favorable à l'idée que la Pologne pourra apporter et le progrès et la civilisation et l'autonomie nationale aux Biélorussiens, et qui est très déçu. Après 1921, parce qu'il n'y a pas de réforme agraire, parce que la langue polonaise est privilégiée, enfin il y a un ensemble de raisons qui l'amènent à être déçu comme une masse de Biélorussiens qui se retrouvent du côté polonais de la frontière. Et donc, il participe à la création de ce mouvement. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que progressivement, lui, qui avait quand même opté contre les bolcheviks pendant la guerre polono-soviétique, de déception, alors il devient député, de déception en déception, il passe au Parti communiste clandestin. Et donc, grosso modo, la Hromada, qui est ce grand mouvement de masse de 150 000 membres, va être dirigé par une direction
qui a, dans la foulée de la mobilisation, adhéré au Parti communiste clandestin, qui est donc devenu, si je peux dire, communiste dans la foulée du mouvement de masse. Alors, bien sûr, ce parti va être interdit, mais ça laisse des traces. Un parti qui a eu 150 000 militants pour une population quand même de 1 à 2 millions. Ça, même si ça n'a duré que 2-3 ans, c'est évidemment quelque chose qui marque et qui explique évidemment pourquoi, je dirais tout naturellement, le Biélorussien de Pologne regarde à l'Est avec sympathie. Parce que cette République de Biélorussie, quelque part, c'est à la fois les réformes sociales et puis c'est quand même la reconnaissance d'une entité nationale qui n'existe pas de l'autre côté de la frontière. Et c'est toute cette ambiguïté. Alors, je vais peut-être donner quelque chose de tout à fait anecdotique qui parfois permet de plus comprendre les choses. Donc, j'étais en 1993 à Grodno. Donc, justement, c'est dans cette Biélorussie occidentale qui est devenue soviétique en 1939, puis de nouveau, évidemment, en 1944. Et donc, j'étais là dans le cadre d'une délégation d'enseignants français. J'avais donc un guide qui était local, qui s'est avéré d'ailleurs appartenir à la minorité nationale polonaise de Biélorussie, ce qui est intéressant parce que pour la suite de ce que je vais dire. Et donc, moi, j'ai fait un peu l'idiot, donc je me promène dans la rue avec lui, et puis je regarde les choses, et puis je pose des questions en jouant un peu au naïf pour essayer de comprendre, évidemment, comment ce peuple voit les choses. Et donc, lui, je savais qu'il était polonais d'origine, et je lui dis, et je vois deux rues, le croisement de deux rues, et je vois la rue Kościuszko, qui est le héros national polonais par excellence, qui croise la rue du 17 septembre 1939. Et le 17 septembre 1939, c'est évidemment l'arrivée de l'armée soviétique. Mais je fais le naïf et je lui dis, tiens, le 17 septembre 1939, qu'est-ce qui s'est passé le 17 septembre 1939 ? Et lui me répond, la libération de la Biélorussie du pouvoir de la Pologne seigneuriale. Donc, et je lui dis, ah bon, toi, tu es un Polonais d'origine et tu penses ça. Je le provoque en quelque sorte. Et lui, il me dit, mais la Pologne de l'entre-deux-guerres, ce n'était pas notre mère, c'était notre matrone. Donc voilà, hein, je veux dire, il n'était même pas biélorusse, mais du Grodno, et voilà la conscience locale. On va dire, oui, il a eu le cerveau lavé par l'éducation soviétique, etc. etc. Enfin, ça n'explique rien. Ça montre évidemment que le discours qu'il avait dans sa famille lui montrait que bon, cette Pologne de l'entre-deux-guerres était loin d'être idéale, et que tout en continuant à se considérer comme Polonais de nationalité, comme on disait en Union soviétique, c'est-à-dire comme Polonais de langue et de culture et de tradition familiale, pour lui, évidemment, 1939 avait été une libération. Hein. Parce qu'il ne s'identifiait pas du tout aux féodaux, comme tu dis, c'est des classes. Voilà, j'ai bien vu aussi, en discutant avec lui, qu'il était un fils de paysan. Hein. Bon, il était un fils de paysan polonais de Biélorussie occidentale, mais néanmoins un fils de paysan, et que donc très certainement, cette culture paysanne lui a fait que ses parents, en 1939, n'ont pas réagi en nationalistes polonais, mais plutôt en classe populaire marginalisée ou opprimée, qui voit la fin d'un État qui n'était pas vraiment le leur, même si sur le plan formel, c'était leur État. Bon, voilà, donc ça, je pense que c'est un point, c'est anecdotique, mais c'est assez révélateur. Oh non, c'est révélateur, oui. Voilà, bon, je veux dire, en plus, il était prof de français dans un lycée, donc quelqu'un qui a quand même une éducation, hein, donc qui avait les moyens de comparer les choses, surtout que depuis 2 ans, déjà, la Biélorussie soviétique avait cessé d'exister, donc il avait eu tout le discours nationaliste, etc. D'ailleurs, lui-même était allé en Pologne, parce qu'un de ses oncles était en Pologne, donc il connaissait la Pologne, qu'il
trouvait toujours trop nationaliste d'ailleurs. Donc tout ça participe d'une vie réelle qui se passe dans la tête des gens. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a la Seconde Guerre mondiale, qui évidemment ravage le pays, alors bien sûr, et qui ravage la population juive qui, comme partout à l'est de l'Europe, est systématiquement massacrée dès les premiers jours de conquête. Dans les fourgons de l'armée allemande arrivent les collaborateurs qui se sont réfugiés à Berlin de ces anciens immigrés qui n'étaient peut-être pas nazis en 1918, mais qui, à partir de 1939 et surtout 1941, ont accepté de faire un chemin avec l'Allemagne nazie, même si peut-être qu'au départ, ils ne l'étaient pas à ce point. Ils ont fait leur choix, hein. Comme on dit, la barricade n'a que deux côtés. Donc, dans une période de guerre, si vous êtes avec les nazis, vous êtes nazi. Bon. Surtout dans un pays où on massacre, parce qu'il faut quand même dire les choses, en Biélorussie, en Pologne, en Ukraine, le massacre des Juifs en particulier se fait à la vue de tout le monde. C'est public, c'est-à-dire on fusille sous les yeux de tout le monde sans prendre de gants. Donc en fait, là, on ne peut même pas utiliser les arguments douteux, mais vichysoises, on ne voilà, savait pas. disons, on les a déportés, on ne Oui. savait pas ce On que leur déportait aussi les arrivait, enfants, mais on ne savait pas où etc. ils allaient. Voilà, c'est ça. Bon, en Biélorussie, en Pologne, en Ukraine, on est d'un côté ou de l'autre, hein, parce qu'on est du côté Oui. de ceux qui Comme en France fusillent. aussi, mais oui, là, c'est encore pire. Mais Oui. là, les choses sont visibles. On ne peut pas faire semblant de ne pas savoir. Donc, on est soit du côté des fusillés, soit du côté de ceux qui fusillent. On ne peut pas être. Là, la neutralité est impossible. Ensuite, on peut évidemment comprendre que certains aient peur de résister, mais enfin, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Ils savent, ils peuvent avoir la peur. La peur, c'est évidemment quelque chose qu'on peut comprendre, mais la peur, ça n'est pas la méconnaissance de qui est criminel et qui ne l'est pas. Donc, on a le massacre des Juifs, on a le massacre évidemment des commissaires politiques et de tous ceux qui, plus parce ou qu'il y moins. a l'ordre d'Hitler, de toute façon, qui liait les deux, hein, parce que dans sa tête, Oui, de communiste et toute juif, c'est la façon, même chose. Donc, voilà. Voilà, c'est-à-dire que quand l'armée allemande rentre en Biélorussie, parce qu'elle rentre très vite, on met les Juifs, on les massacre, et puis les survivants, on les pousse dans les ghettos qu'on va liquider un peu plus tard. On prend les commissaires politiques, on les exécute. Les soldats soviétiques, on les fait mourir de faim. Et les instituteurs, par exemple, sont aussi systématiquement fusillés, hein, quelle que soit leur nationalité. Ils sont systématiquement. Tu disais en Pologne, souvent on ne comprend pas à quel point il s'agissait vraiment d'exterminer, y compris les intellectuels. Hein. Tu Ah disais toute l'université Jagiellon en Pologne qui avait été littéralement. Dès novembre 1939, oui, Dès bien sûr. novembre 39, voilà, c'est ça. À l'est de l'Europe, il y a un programme de germanisation de territoire qui passe par l'extermination de toute autonomie nationale, de toute élite intellectuelle nationale, et la transformation de l'ensemble de la population en deux catégories, ce que j'appelle grosso modo, du point de vue nazi bien sûr, les Juifs, c'est la vermine. Donc la vermine, on l'extermine tout de suite. Et les Slaves, c'est le bétail. Donc le bétail, on s'en sert pour travailler. Et puis quand le taureau est inutile, on l'abat. Hein. Bon. Grosso modo, c'est ça. L'attitude à l'égard des Slaves, c'est du bétail. Et l'attitude à l'égard des Juifs, c'est de la vermine. Ils ont fait ce qu'ont fait d'ailleurs les Ottomans avec les Arméniens. C'est d'abord on tue les intellectuels pour qu'il n'y ait aucune réaction possible et pour après pouvoir les exterminer tout le reste de la population. Oui, non, mais bien sûr. Ou comme tu dis, ou la rendre dans l'esclavage. Alors, intellectuels voulant dire aussi, bien sûr, les militants des partis de gauche, donc ça peut être évidemment des ouvriers ou des paysans, hein, mais évidemment un leader même local d'un parti agrarien, d'un parti socialiste, je ne parle même pas de communiste, hein, il est candidat à l'exécution de la même façon qu'un professeur de l'université aux opinions de droite. Hein. Sur ce plan-là, il n'y a pas de différence.
et pour les Juifs, on les massacre en masse dès le début. Évidemment, on cherche en particulier à massacrer les élites locales juives, c'est-à-dire les enseignants, les avocats, enfin tous ceux qui ont un certain savoir. Le reste va être envoyé à la mort lente, entre guillemets, c'est-à-dire dans les ghettos où ils doivent mourir de faim au travail. Comme ça n'a pas marché, parce que ça, il faut le dire, pourquoi est-ce que les ghettos ont été liquidés physiquement? C'est parce que les rations alimentaires prévues dans les ghettos étaient des rations de famine qui devaient amener à la mort dans les mois suivants, avant de mourir au travail. Ils devaient, au bout du compte, mourir de faim. Mais très vite s'organise un marché noir clandestin entre les ghettos et les campagnes. Et donc les Juifs survivent un peu trop longtemps, entre guillemets. Il y a eu la révolte du ghetto de Varsovie. Oui, alors c'est ça, mais tout ça, c'est parce que justement, cette population ne s'est pas, entre guillemets, laissée affamer assez vite. Et donc, au bout d'un certain temps, les nazis estiment que bon, ils meurent pas de faim, ils meurent de faim, mais pas assez vite, parce que justement, il y a tout ce marché noir qui fait que, grosso modo, les ghettos, qu'est-ce que faisaient les ghettos? Les ghettos produisaient clandestinement des produits textiles qu'ils échangeaient avec des produits de la campagne, illégalement bien sûr, de nourriture. Donc, par exemple, pour le ghetto de Varsovie, ça a été très bien documenté, mais en Biélorussie, c'est la même chose. Mais dans le ghetto de Varsovie, ça a été très bien documenté, puisqu'il y avait un historien juif de l'entre-deux-guerres, juif polonais, Ringelblum. D'ailleurs, son livre, on le trouve en français, il a été traduit, je pense, dans les années 60 ou 70, qui documente en fait la vie quotidienne du ghetto, où il calcule, entre autres, c'est un historien, donc il a évidemment tous les moyens, tous les outils nécessaires, il calcule comment les Juifs survivent et quel pourcentage de la nourriture qu'ils ont vient du marché noir et quel pourcentage vient du rationnement officiel. Il arrive à la conclusion que 95% de ce qu'on mange dans le ghetto vient du marché noir. Donc, autrement dit, sans ces 95%, effectivement, il n'y aurait pas besoin de chambre à gaz. Ils seraient morts de faim, tout simplement. Bon, mais comme ils ne sont pas morts de faim parce qu'ils se sont débrouillés autrement, intelligemment, et bien, du coup, il a fallu, entre guillemets, du point de vue des nazis, passer à la solution, si je peux dire, radicale, qui est une solution radicale d'ailleurs, qui est l'extermination active, et donc les ghettos sont liquidés pour ces raisons-là, parce que le marché noir en Europe de l'Est, et Ringelblum le dit, le marché noir est une forme de résistance. D'ailleurs, dans un de ses articles, il dit, après la guerre, alors il ne sait pas la suite, évidemment, il dit, après la guerre, il va falloir bâtir à Varsovie le monument aux marchands noirs inconnus. Comme on a un monument c'est du ravitaillement, inconnu, on va devoir avoir un monument aux marchands du noir inconnu, qui est un héros parce qu'il risque sa vie pour amener de la nourriture. Donc c'est pas du tout le marché noir qu'on connaît en France. Non, c'est pas le BOF. Voilà. Alors évidemment, la suite des événements fait que ce monument il n'existe toujours pas, mais je pense que l'idée n'est pas mauvaise, c'est-à-dire que cet aspect des choses, cette résistance économique doit être intégré dans la résistance. Quand on veut massacrer une population, le fait de manger, c'est un acte de résistance. Le fait de faire en sorte que cette population puisse manger, c'est un acte de résistance. Parmi d'autres, évidemment. Il n'y a pas que la résistance politique qui doit être envisagée. Donc, on a ce massacre systématique des populations. On a alors la Biélorussie qui est évidemment stratégique parce que c'est la voie vers Moscou. Et la Biélorussie, c'est un territoire extrêmement marécageux et forestier. Donc, c'est évidemment un territoire qui se prête tout à fait à ce qu'on appelle la guerre de guérilla. Et donc, la Biélorussie, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation nazie, devient la République des partisans, au point où, avant le retour de l'armée soviétique, 1944, l'armée soviétique revient dans le cadre de la contre-offensive, avant l'arrivée de l'armée soviétique en Biélorussie, on estime qu'à peu près un tiers du territoire est déjà libéré. C'est un peu comme la situation yougoslave. Auto-libéré par les partisans, tu peux dire. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on appelle la Biélorussie la République des partisans. C'est-à-dire qu'à côté des grands axes de communication et des grandes villes qui sont évidemment toujours aux mains de l'occupant, une grande partie du pays échappe
au contrôle des nazis qui ne parviennent pas à contrôler donc à peu près un tiers du territoire, les régions évidemment périphériques, forestières, marécageuses en particulier, mais évidemment qui mènent des coups de main, des sabotages dans l'ensemble du pays. Donc on a véritablement une population en rébellion massive. Alors, c'est très largement les partisans soviétiques, mais il faut dire aussi que dans l'ouest du pays, on a des partisans polonais liés au gouvernement polonais de Londres. Mais, et ça c'est un point qu'il faut aussi souligner, les partisans polonais locaux collaborent en général avec les soviétiques. Ce qui mérite aussi d'être dit, parce que selon le cas, ce n'est pas le cas, mais en Biélorussie, l'AK locale est en général organise parfois même des attaques communes avec les partisans soviétiques locaux. Je dirais l'antinazisme est trop fort dans la population pour pouvoir faire des jeux politicards trop marqués. Cela étant, bien sûr, les nazis ont amené avec eux les collabos, et vous avez donc des milices pro-nazis qui écument le pays et participent au massacre. Alors, au massacre des Juifs, bien sûr, mais aussi au massacre des villages rebelles qui sont, enfin, la Biélorussie est constellée de ce type de village. Les Oradour-sur-Glane se comptent en centaines en Biélorussie. Donc, il y en a partout dans le pays, et ses collaborateurs jouent évidemment cette carte de l'anticommunisme radical, et on a des manifestations de ces collaborateurs avec le portrait de Hitler et le fameux drapeau blanc avec la bande rouge que l'on voit agité par les opposants aujourd'hui. Ce qui explique évidemment le clivage très grand qui existe en Biélorussie entre les partisans du drapeau rouge et vert et les partisans du drapeau blanc et rouge. Sauf que les partisans du drapeau blanc et rouge d'aujourd'hui sont souvent des jeunes du high-tech, très formés en informatique, mais totalement ignorants de la culture historique de leur propre pays. Ils sont plus Silicon Valley qu'ils ne sont forêt de Biélorussie, si je puis dire. C'est tout le drame de cette jeunesse déconnectée de ses origines, mais connectée par Internet à l'autre bout de la planète. Alors, ce n'est pas spécifique à la Biélorussie, mais c'est ce qu'on retrouve un peu partout. Alors, eux, ils seront plus au courant du discours des descendants de collabos que sur un site de Chicago que de ce que leurs parents auraient pu savoir ou ils les avaient écoutés. Voilà. Mais c'est bon, alors je dirais en Biélorussie, c'est plus caricatural qu'ailleurs, mais c'est un phénomène qu'on retrouve partout dans le monde, cette espèce de jeunesse. Alors justement, en Ukraine, ça va jusqu'au militantisme néo-nazi. Alors là, oui, bien sûr, mais même en Biélorussie. Mais ça se base aussi, j'imagine, quand même, qui sont pas tous convaincus ou bien conscients de ce qu'ils font. Enfin, ou alors non, ils ne sont pas convaincus, mais moi j'ai rencontré des nationalistes. Est-ce que aussi c'est de une mémoire historique qui a été complètement ravagée ou au contraire? Alors, il y a tout ça. Il y a la mémoire historique qui a été ravagée, et puis il y a le manque de transmission entre les générations, parce que Internet occupe plus le temps que papa-maman, ou grand-papa, grand-maman. C'est surtout que la génération de la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même plutôt les grands-parents. Donc les parents n'ont pas trop parlé, c'est les grands-parents qui en parlent, mais les grands-parents, il faut encore vouloir les écouter. Et puis les cérémonies officielles, bien sûr, mais bon, les cérémonies officielles ou les cours à l'école, on les écoute ou on les écoute pas. Le problème de cette jeunesse déconnectée de la réalité et connectée sur Internet, c'est justement cette espèce de mythe de chercher sur Internet la vérité, de Wikipédia en passant par n'importe quoi qu'on trouve sur YouTube, et puis le clinquant de la Californie qui apparaît nettement plus attrayant que la grisaille, entre guillemets, dans laquelle on est censé vivre, comme si en Californie il n'y avait pas de grisaille. Mais évidemment, on ne la voit pas sur l'écran. Non, je caricaturise, mais c'est quand même ça qu'il faut évidemment avoir à l'esprit. Et en ce sens-là, la Biélorussie, c'est un peu le carrefour des contradictions, parce qu'on retrouve vraiment ces deux mondes sur le même territoire, beaucoup plus clairement
que dans les pays voisins où les choses se passent de la même façon, mais peut-être moins caricaturalement, moins visiblement. Euh, donc voilà, on a donc Il une y a république. aussi une opposition géographique ou dans ces deux Biélorussie qu'on... Alors, on dit que, mais finalement, quand on regarde la carte des manifestations, c'est pas clair. On dit que la Biélorussie orientale est plus euh, post-soviétique et loukachiste, Hum. et que la Biélorussie occidentale serait plus polonophile, occidentalophile et capitalistophile. Mais dans les faits, c'est pas très clair, puisque si on regarde la carte des manifestations d'un côté et de l'autre, finalement, Est et Ouest, c'est à peu près, c'est au moins comparable. Hein. Je dirais que la différence, c'est plutôt Minsk et la province. C'est-à-dire Minsk, alors c'est quand même, le pays a eu presque 10 millions d'habitants. Minsk, c'est 2 millions, donc c'est quand même au moins 20% de la population, c'est donc important. Et là, on peut dire que c'est le nœud des contradictions, puisque on a évidemment l'administration, les fonctionnaires, les grandes universités d'État, les grands combinats industriels d'État, et puis on a la cité high-tech, qui est entre guillemets le Silicon Valley local. Et quand je dis le Silicon Valley, je ne dis pas ça de façon euh, tout à fait péjorative Oh, exagéré, oui. simpliste. Il faut savoir quand même que, par exemple, comment dire, le grand serveur de communication Viber, qui quand même qui a fait une carrière mondiale, est à Minsk. C'est les Biélorussiens qui l'ont créé. Hein. Donc la Biélorussie est évidemment un potentat informatique international. Alors c'est pas Silicon Valley, mais ça s'en rapproche quand même beaucoup. Oui, c'est pas du tout un producteur de patates, contrairement à ce qu'on peut Voilà, voir. exactement. Donc voilà, donc c'est une Un industrie de simple producteur pointe. de patates. Et le problème, ça c'est ce que Loukachenko reconnaît aujourd'hui amèrement, c'est que, comme il dit, on a cherché en Biélorussie, grosso modo, à garder le secteur public dominant, mais on a laissé se développer un secteur privé et on a laissé se développer un secteur privé de pointe et on a favorisé la naissance d'un secteur privé de pointe. Et ce secteur privé de pointe, en particulier informatique, eh bien, le point de départ, évidemment, c'était l'idée, puisque nous le développons, nous le laissons se développer, ils vont être reconnaissants au régime. Pas du tout. Même Loukachenko le dit maintenant, mais c'est un peu tard. Il dit on a laissé se développer une bourgeoisie qui maintenant veut le pouvoir. Donc il a compris depuis au cours des 3 mois, et je pense qu'il a beaucoup mûri politiquement, puisque pendant toute sa présidence, il hésitait à employer des termes classe, lutte de classe, socialisme, Lénine, Marx, alors que depuis 3 mois, il multiplie les références à Marx, à Lénine, à la lutte de classe, etc. Donc je dirais le passé le rattrape, son passé, son éducation le rattrape. Il a compris ce qu'il n'osait pas comprendre avant, c'est-à-dire que en Biélorussie, il y a une lutte de classe et que la bourgeoisie locale, elle est bourgeoise, tout simplement. Et que dans privé, on n'est pas reconnaissant. Et donc, bourgeoisie high-tech, sur Minsk. L'air de lance de l'opposition actuelle, ce n'est pas les vieux nationalistes qui avaient totalement loupé le poste, ils ont réussi à se planter dans le pays, il passait déjà à 15%. On a